En 1982, dans un hôtel de Bangkok, un cadre autrichien surmené teste une étrange boisson locale censée combattre la fatigue. Elle a un goût chimique sucré, mais en quelques minutes, il se sent littéralement reboosté. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce moment va changer sa vie, et celle du monde du marketing à jamais. Ce cadre s'appelle Dietrich Mateschitz, et la boisson, c'est le Krating Daeng, l'ancêtre de ce qui deviendra Red Bull. Le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas la boisson, c'est la manière dont il va la transformer en un empire mondial sans jamais vraiment vendre une simple canette. Quand Dietrich découvre le Krating Daeng, il n'est ni entrepreneur ni expert en boisson. Il travaille dans les cosmétiques, voyage pour sa boîte et cherche juste à garder les yeux ouverts entre deux vols. Mais cette boisson thaïlandaise lui donne une idée folle. Il contacte immédiatement son créateur, Chaleo Yovidia, un homme d'affaires discret mais influent en Thaïlande. Ensemble, ils décident de s'associer. Dietrich propose un plan ambitieux, adapter le produit au marché européen, créer une nouvelle marque, un nouveau packaging, un nouveau positionnement, et ils se partagent les parts, 49% pour chacun, 2% pour le fils de Chaleo. L'entreprise Red Bull est née, sauf qu'il y a un gros problème. En Europe, la boisson est jugée bizarre. Le goût, le concept, l'effet. Les autorités de santé sont sceptiques, les distributeurs n'y croient pas, et les grandes chaînes refusent de la vendre. Tout le monde pense que ce produit est une blague. Et pourtant, Dietrich tient bon. Plutôt que d'essayer de convaincre les distributeurs, il va créer le désir. Il change totalement les règles du marketing. Red Bull ne va pas s'implanter avec de la pub classique. Non, elle va infiltrer les univers extrêmes. Dietrich comprend une chose essentielle. Il ne vend pas une boisson. Il vend une énergie, une image, un lifestyle. Alors il cible les étudiants, les skateurs, les riders, les fans de sports extrêmes. Il organise des événements underground. Il file des canettes gratuitement dans les soirées. Il sponsorise des compétitions inconnues. Il crée même sa propre armée de student brand managers sur les campus, chargés de distribuer Red Bull et d'en faire une légende urbaine. Très vite, la boisson devient un symbole, pas pour tout le monde, mais pour une niche puissante. Les jeunes, les rebelles, les créateurs de tendances. Et là, Red Bull monte d'un cran. Il ne se contente plus de sponsoriser des événements. Il les crée. La Red Bull Flugtag, le Red Bull X-Fighters, le Red Bull Rampage. Ils produisent leurs propres vidéos, puis leur propre chaîne média. En 2007, ils lancent Red Bull Media House, une boîte de production à part entière. Films, documentaires, magazines, chaînes YouTube, tout est maîtrisé. Red Bull ne vend plus une boisson. Ils vendent un univers, une expérience, un rêve. Et ce rêve devient gigantesque. Red Bull sponsorise des athlètes dans presque tous les sports extrêmes. Puis ils achètent une équipe de Formule 1, et pas pour faire joli. Ils la transforment en championne du monde avec Sébastien Vettel, puis avec Max Verstappen. Ils achètent des clubs de foot à Salzbourg, Leipzig, New York, au Brésil. À chaque fois, ils imposent leur marque, leur culture, leur style, le logo, les couleurs, le nom. Personne n'avait jamais osé faire ça à cette échelle, mais l'exploit le plus spectaculaire reste sans doute celui de 2012. Red Bull finance le projet Stratos. Un homme, Felix Baumgartner, va sauter depuis la stratosphère à plus de 39 000 mètres d'altitude pour battre le record du monde du saut en chute libre. Le monde entier regarde. Et quand il atterrit, Red Bull devient instantanément un mythe. C'est l'un des coups marketing les plus puissants de tous les temps. Pas une publicité, une aventure humaine filmée comme un film de science-fiction. Sauf que c'était vrai. Et c'était Red Bull. Et si tu regardes bien, tout a été pensé pour générer un maximum de valeur émotionnelle. Chaque événement, chaque image, chaque histoire créée par Red Bull vise à faire vibrer une cible précise. Ce n'est pas du marketing opportuniste. C'est du branding stratégique à long terme. Ils n'ont pas acheté du temps d'antenne. Ils ont construit leurs propres médias, leur propre narration, et ils l'ont rempli avec des émotions vraies, des sensations fortes, des personnalités inoubliables.
Leur budget marketing ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement dans la culture. Et ça, très peu de marques osent le faire. Derrière cette réussite, il y a une vision unique. Red Bull n'a jamais voulu être une entreprise de boissons. C'est une entreprise de contenu, de culture, de sensations fortes. Ils ont compris que dans un monde saturé de pubs, la meilleure stratégie, c'est de devenir le spectacle lui-même. Résultat, plus de 12 milliards de canettes vendues chaque année, une présence dans plus de 170 pays, une marque estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, et une communauté de fans fidèles qui ne boivent pas seulement Red Bull, ils vivent Red Bull. Dietrich Mateschitz est décédé en 2022, mais il a laissé derrière lui un héritage unique, celui d'un entrepreneur qui a osé défier toutes les règles, qui a misé sur une intuition, qui a refusé de suivre les chemins classiques et qui a prouvé qu'on peut construire un empire mondial sans suivre le modèle Coca-Cola. Alors maintenant, la vraie question est là. Est-ce que toi, tu aurais osé miser ta vie sur une boisson que personne ne voulait goûter? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette success story t'a inspiré, pense à t'abonner à The Biz Hackers, parce que d'autres histoires folles t'attendent. Et qui sait, peut-être que la prochaine, ce sera la tienne.